Section 0 de Les caractères. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehanne. Les caractères par Jean de la Bruyère. Préface. Notice biographique. Jean de la Bruyère naquit à Paris dans la Cité au mois d'août 1645. Il eut pour père Louis de la Bruyère, contrôleur des rentes de la ville, pour mère Élisabeth Amonin. Les La Bruyère avaient été jadis de chauds partisans de la Ligue, surtout le bisaïeul du nôtre, Mathias de la Bruyère, lieutenant civil de la prévôté de Paris. L'auteur des Caractères propose aux chercheurs futurs de sa généalogie de remonter jusqu'aux croisades, où s'illustra dans l'armée de Godefroy de Bouillon un certain Geoffroy de la Bruyère, seigneur de la plus belle noblesse. Ce n'est là qu'un agréable badinage. Après une première éducation sur laquelle on ne sait rien, la Bruyère étudia le droit et se fit recevoir avocat au Parlement. Le barreau n'était pas son fait. Le 23 novembre 1673, il acheta la charge de conseiller du roi et trésorier de France en la généralité de Caen. Cet office ne l'obligeant pas à la résidence, il vécut à Paris d'une vie retirée et studieuse jusqu'en 1684. À cette date, sur la présentation de Bossuet, il fut chargé par le grand Condé d'enseigner l'histoire à son petit-fils, le duc Louis de Bourbon, dont l'éducation avait été jusque-là confiée aux jésuites. L'existence de la Bruyère fut dès lors liée à celle de cette illustre maison. Le duc de Bourbon, après son mariage, en 1685, cessa de prendre des leçons d'histoire, mais la Bruyère fut gardé dans la famille comme escuyer gentilhomme de monseigneur le duc. Ce fut une bonne fortune pour certains chapitres des Caractères. Chantilly, l'hôtel de la rue des Réservoirs, était d'excellent théâtre pour suivre le jeu de la plus haute société d'alors. La Bruyère mourut d'une attaque d'apoplexie le 11 juin 1696 dans l'hôtel de Condé à Versailles. Il avait 50 ans et 8 mois. On m'a dépeint la Bruyère, dit l'abbé d'Olivet, comme un philosophe qui ne songeait qu'à vivre tranquille avec des amis et des livres, faisant un bon choix des uns et des autres, ne cherchant ni ne fuyant le plaisir, toujours disposé à une joie modeste et ingénieuse et à la faire naître, poli dans ses manières et sage dans ses discours, craignant toutes sortes d'ambitions, même celle de montrer de l'esprit. Boileau le juge plus sévèrement. Maximilien, écrit-il à Racine le 19 mai 1687, m'est venu voir à Auteuil et m'a lu quelque chose de son Théophraste. C'est un fort honnête homme à qui il ne manquerait rien si la nature l'avait fait aussi agréable qu'il a envie de l'être. Du reste, il a de l'esprit, du savoir et du mérite. Notice bibliographique. La première édition des Caractères, imprimée à la fin de 1687, ne fut livrée au public que dans le courant de l'année 1688. Son nom d'auteur est sous ce titre Les Caractères de Théophraste, traduit du grec avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. L'ouvrage comprenait premièrement un discours sur Théophraste. Deuxièmement, la traduction de l'œuvre du philosophe grec, surnommé Théophraste par Aristote son maître, mais dont le vrai nom fut Tirtham. Malheureusement, le traducteur travaillait sur un texte fautif et très incomplet. De plus, fidèle aux habitudes de son temps, il prenait des licences un peu fortes avec son auteur. Troisièmement, les propres pensées de la Bruyère. Cette dernière partie ne formait guère que le tiers de ce qu'elle devint plus tard. Le succès du livre fut grand. 3 éditions se succédèrent rapidement cette même année 1688. La 4e, augmentée de pensées et de portraits nombreux, était presque une œuvre nouvelle. La Bruyère continua d'ajouter aux éditions postérieures et ne s'arrêta qu'après la 8e, qui fut définitive. La 9e, dont l'auteur ne put d'ailleurs voir la publication, ne présentant qu'un petit nombre de retouches sans importance. Vers 1692 commença le déluge des clefs manuscrites qui avaient la prétention de mettre les noms propres au bas des portraits peints d'après nature. Ces clefs étaient tantôt de simples indications écrites à la marge d'un exemplaire, tantôt des listes copiées à part avec des commentaires plus détaillés.
La première clé imprimée parut vers l'an 1697. La Bruyère se défendit toujours d'être l'auteur de ces indications, fausses clés, aussi inutiles qu'injurieuses, presque toutes différentes entre elles, qui se fabriquent à Romorantin, à Mortagne et à Bellême. À dire vrai, ce sont des sources de renseignements souvent contestables, parfois contradictoires, mais utiles à consulter. La 8e édition des Caractères s'accrut d'un morceau considérable, le discours de réception à l'Académie. La Bruyère avait été reçu à l'Académie en remplacement de l'abbé Curot de la Chambre, le lundi 15 juin 1693, le même jour que l'abbé Bignon. Une fois déjà, en 1691, il s'était présenté pour succéder à Benserade, mais l'Académie, entraînée sans doute par les partisans des modernes, lui avait préféré le poète Étienne Pavillon. La Bruyère s'en vengea dans son discours. Par une innovation hardie, il avait entrepris de louer les académiciens vivants. Tous les éloges furent pour les partisans des anciens. Boileau, Fénelon, Racine, presque placés au-dessus de Corneille. Les autres, à l'exception de Charpentier, qui présidait la séance, restèrent dans l'ombre. Aussi Fontenelle, neveu de Corneille et du nombre des éclipsés, trouva que le discours était une grande vilaine harangue qu'il avait fait bâiller 20 fois. Le Mercure galant, maltraité dans les Caractères, fit tapage autour de ce même discours, et la Bruyère se crut obligé de riposter par une préface acerbe imprimée en tête de son œuvre oratoire. La mort surprit la Bruyère dans la composition des dialogues sur le quiétisme. L'abbé Élie Dupin, qui en a édité 12, avoue que les 2 derniers sont de lui. Il est difficile de décider s'il n'a pas mis du sien dans le reste. Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il est juste que l'ayant achevé avec toute l'attention pour la vérité dont je suis capable, et qu'il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature, et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, s'en corriger. C'est l'unique fin que l'on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi que l'on doit moins se promettre. Mais comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de le leur reprocher. Il serait peut-être pire s'il venait à manquer de censeurs ou de critiques. C'est ce qui fait que l'on prêche et que l'on écrit. L'orateur et l'écrivain ne sauraient vaincre la joie qu'ils ont d'être applaudis, mais ils devraient rougir d'eux-mêmes s'ils n'avaient cherché par leurs discours ou par leurs écrits que des éloges, outre que l'approbation la plus sûre et la moins équivoque est le changement de mœurs, et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l'instruction. Et s'il arrive que l'on plaise, il ne faut pas néanmoins s'en repentir si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent instruire. Quand donc il s'est glissé dans un livre quelques pensées et quelques réflexions qui n'ont ni le feu ni le tour ni la vivacité des autres, bien qu'elles semblent y être admises pour la variété, pour délasser l'esprit, pour le rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre, à moins que d'ailleurs elles ne soient sensibles, familières, instructives, accommodées au simple peuple qu'il n'est pas permis de négliger, le lecteur peut les condamner et l'auteur les doit proscrire. Voilà la règle. Il y en a une autre, et que j'ai intérêt que l'on veuille suivre, qui est de ne pas perdre mon titre de vue, et de penser toujours, et dans toute la lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris. Car, bien que je les tire souvent de la cour de France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les restreindre à une seule cour, ni les renfermer en un seul pays, sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et de son utilité, ne s'écarte du plan que je me suis fait d'y peindre les hommes en général, comme des raisons qui entrent dans l'ordre des chapitres et dans une certaine suite insensible des réflexions qui les composent. Après cette précaution si nécessaire, et dont on pénètre assez les conséquences, je crois pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte, toute maligne interprétation, toute fausse application et toute censure, contre les froids plaisants et les lecteurs mal intentionnés. Il faut savoir lire, et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu'on a lu, et ni plus ni moins que ce qu'on a lu. Et si on le peut quelquefois,
Ce n'est pas assez, il faut encore le vouloir faire. Sans ces conditions qu'un auteur exact et scrupuleux est en droit d'exiger de certains esprits pour l'unique récompense de son travail, je doute qu'ils doivent continuer d'écrire s'ils préfèrent du moins sa propre satisfaction à l'utilité de plusieurs et au zèle de la vérité. J'avoue d'ailleurs que j'ai balancé dès l'année 1690 et avant la 5e édition entre l'impatience de donner à mon livre plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux caractères et la crainte de faire dire à quelques-uns ne finiront-ils point ces caractères et ne verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain? Des gens sages me disaient d'une part la matière est solide, utile, agréable, inépuisable. Vivez longtemps et traitez-la sans interruption pendant que vous vivrez. Que pourriez-vous faire de mieux? Il n'y a point d'année que les folies des hommes ne puissent vous fournir un volume. D'autres, avec beaucoup de raison, me faisaient redouter les caprices de la multitude et la légèreté du public, de qui j'ai néanmoins de si grands sujets d'être content, et ne manquaient pas de me suggérer que personne presque depuis 30 années ne lisant plus que pour lire, il fallait aux hommes pour les amuser de nouveaux chapitres et un nouveau titre. Que cette indolence avait rempli les boutiques et peuplé le monde depuis tout ce temps de livres froids et ennuyeux, d'un mauvais style et de nulle ressource, sans règle et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec précipitation et lus d'eux-mêmes seulement par leur nouveauté. Et que si je ne savais qu'augmenter un livre raisonnable, le mieux que je pouvais faire était de me reposer. Je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés, et je gardai un tempérament qui les rapprochait. Je ne fignis point d'ajouter quelques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi du double la première édition de mon ouvrage. Mais afin que le public ne fût point obligé de parcourir ce qui était ancien, pour passer à ce qu'il y avait de nouveau, et qu'il trouvât sous ses yeux ce qu'il avait seulement envie de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde augmentation par une marque particulière. Je crus aussi qu'il ne serait pas inutile de lui distinguer la première augmentation par une autre plus simple, qui servit à lui montrer le progrès de mes caractères et à aider son choix dans la lecture qu'il en voudrait faire. Et comme il pouvait craindre que ce progrès n'allât à l'infini, j'ajoutais à toutes ces exactitudes une promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que si quelqu'un m'accuse d'avoir manqué à ma parole, en insérant dans les 3 éditions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles remarques, il verra du moins qu'en les confondant avec les anciennes par la suppression entière de ces différences qui se voient par apostille, j'ai moins pensé à lui faire lire rien de nouveau qu'à laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini et plus régulier à la postérité. Ce ne sont point au reste des maximes que j'ai voulu écrire. Elles sont comme des lois dans la morale, et j'avoue que je n'ai ni assez d'autorité ni assez de génie pour faire le législateur. Je sais même que j'aurais péché contre l'usage des maximes qui veut qu'à la manière des oracles, elles soient courtes et concises. Quelques-unes de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues. On pense les choses d'une manière différente, et on les explique par un tour aussi tout différent, par une sentence, par un raisonnement, par une métaphore, ou quelque autre figure, par un parallèle, par une simple comparaison, par un fait tout entier, par un seul trait, par une description, par une peinture. De là procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin qui font des maximes veulent être crus. Je consens au contraire que l'on dise de moi que je n'ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu qu'on le remarque mieux. Fin de la section 0. Des ouvrages de l'esprit. Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes, et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé. L'on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes. Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments. C'est une trop grande entreprise. C'est un métier que de faire un livre, comme de faire une pendule. Il faut plus que de l'esprit pour être auteur. Un magistrat allait par son mérite à la première dignité. Il était homme délié et pratique dans les affaires.
Il a fait imprimer un ouvrage moral qui est rare par le ridicule. Il n'est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait que d'en faire valoir un médiocre qu'on sait déjà acquis. Un ouvrage satirique ou qui contient des faits, qui est donné en feuilles sous le manteau aux conditions d'être rendu de même s'il est médiocre, passe pour merveilleux l'impression et l'écueil. Si l'on ôte de beaucoup d'ouvrages de morale l'avertissement au lecteur, l'épître dédicatoire, la préface, la table, les approbations, il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de livre. Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable. La poésie, la musique, la peinture, le discours public. Quel supplice que celui d'entendre déclamer pompeusement un froid discours ou prononcer de médiocres vers avec toute l'emphase d'un mauvais poète. Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de vers pompeux qui semblent forts, élevés et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute avidement, les yeux élevés et la bouche ouverte, quoique cela lui plaît, et à mesure qu'il y comprend moins, l'admire davantage. Il n'a pas le temps de respirer, il a à peine celui de se récrier et d'applaudir. J'ai cru autrefois, et dans ma première jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l'amphithéâtre, que leurs auteurs s'entendaient eux-mêmes, et qu'avec toute l'attention que je donnais à leur récit, j'avais tort de n'y rien entendre. Je suis détrompé. L'on n'a guère vu, jusqu'à présent, un chef-d'œuvre d'esprit qui soit l'ouvrage de plusieurs. Homère a fait l'Iliade, Virgile l'Énéide, Tite-Live ses Décades et l'orateur romain ses oraisons. Il y a dans l'art un point de perfection, comme de bonté ou de maturité dans la nature. Celui qui le sent et qui l'aime a le goût parfait. Celui qui ne le sent pas et qui aime en deçà ou au-delà a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût, et l'on dispute les goûts avec fondement. Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes, ou, pour mieux dire, il y a peu d'hommes dont l'esprit soit accompagné d'un goût sûr et d'une critique judicieuse. La vie des héros a enrichi l'histoire, et l'histoire a embelli les actions des héros. Ainsi, je ne sais qui sont plus redevables, ou ceux qui ont écrit l'histoire à ceux qui leur en ont fourni une si noble matière, ou les grands hommes à leurs historiens. Amants d'épithètes, mauvaises louanges, ce sont les faits qui louent et la manière de les raconter. Tout l'esprit d'un auteur consiste à bien définir et à bien peindre. Moïse, Homère, Platon, Virgile, Horace ne sont au-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par leurs images. Il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement, fortement, délicatement. On a dû faire du style ce qu'on a fait de l'architecture. On a entièrement abandonné l'ordre gothique que la barbarie avait introduit pour les palais et pour les temples. On a rappelé le dorique, l'ionique et le corinthien. Ce qu'on ne voyait plus que dans les ruines de l'ancienne Rome et de la vieille Grèce, devenue moderne, éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De même, on ne saurait en écrivant rencontrer le parfait, et s'il se peut, surpasser les anciens que par leur imitation. Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes, dans les sciences et dans les arts, aient pu revenir au goût des anciens et reprendre enfin le simple et le naturel. On se nourrit des anciens et des habiles modernes, on les presse, on en tire le plus que l'on peut,
On en ronfle ces ouvrages, et quand enfant l'on est auteur, et que l'on croit marcher tout seul, on s'élève contre eux. On les maltraite, semblables à ces enfants drus et forts d'un bon lait qu'ils ont sucé, qui battent leur nourrice. Un auteur moderne prouve ordinairement que les anciens nous sont inférieurs en deux manières, par raison et par exemple. Il tire la raison de son goût particulier et l'exemple de ses ouvrages. Il avoue que les anciens, quelque inégaux et peu corrects qu'ils soient, ont de beaux traits. Il les cite et ils sont si beaux qu'ils font lire sa critique. Quelques habiles prononcent en faveur des anciens contre les modernes, mais ils sont suspects et semblent juger en leur propre cause, tant leurs ouvrages sont faits sur le goût de l'Antiquité, on les récuse. L'on devrait aimer à lire ces ouvrages à ceux qui en savent assez pour les corriger et les estimer. Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage est un pédantisme. Il faut qu'un auteur reçoive avec une égale modestie les éloges et la critique que l'on fait de ses ouvrages. Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne. On ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai néanmoins qu'elle existe, que tout ce qui ne l'est point est faible, et ne satisfait point un homme d'esprit qui veut se faire entendre. Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que l'expression qu'il cherchait depuis longtemps sans la connaître, et qu'il a enfin trouvée, est celle qui était la plus simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter d'abord et sans effort. Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher leurs ouvrages, comme elle n'est pas toujours fixe, et qu'elle varie en eux selon les occasions. Ils se refroidissent bientôt pour les expressions et les termes qu'ils ont le plus aimés. La même justesse d'esprit qui nous fait écrire de bonnes choses, nous fait appréhender qu'elles ne le soient pas assez pour mériter d'être lues. Un esprit médiocre croit écrire divinement. Un bon esprit croit écrire raisonnablement. L'on m'a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages à Zoël. Je l'ai fait. Ils l'ont saisi d'abord, et avant qu'il n'ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma présence, et il ne les a pas loués depuis devant personne. Je l'excuse, et je n'en demande pas davantage à un auteur. Je le plains même d'avoir écouté de belles choses qu'il n'a point faites. Ceux qui par leurs conditions se trouvent exempts de la jalousie d'auteur ont ou des passions ou des besoins qui les distraient et les rendent froids sur les conceptions d'autrui. Personne presque, par la disposition de son esprit, de son cœur et de sa fortune, n'est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection d'un ouvrage. Le plaisir de la critique vous ôte celui d'être vivement touché de très belles choses. Bien des gens vont jusqu'à sentir le mérite d'un manuscrit qu'on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur, jusqu'à ce qu'ils aient vu le cours qu'il aura dans le monde par l'impression, ou quel sera son sort parmi les habiles. Ils ne hasardent point leur suffrage, et ils veulent être portés par la foule et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu'ils ont les premiers approuvé cet ouvrage, et que le public est de leur avis. Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de nous convaincre qu'ils ont de la capacité et des lumières, qu'ils savent juger, trouver bon ce qui est bon, et meilleur ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs mains et c'est un premier ouvrage. L'auteur ne s'est pas encore fait un grand nom, il n'a rien qui prévienne en sa faveur. Il ne s'agit point de faire sa cour ou de flatter les grands en applaudissant à ses écrits. On ne vous demande pas, zélote, de vous récrier.
C'est un chef-d'œuvre de l'esprit, l'humanité ne va pas plus loin, c'est jusqu'où la parole humaine peut s'élever, on ne jugera à l'avenir du goût de quelqu'un qu'à proportion qu'il en aura pour cette pièce. Phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pension ou l'abbé, nuisibles à cela même qui est louable et qu'on veut louer. Que ne disiez-vous seulement, voilà un bon livre? Vous le dites, il est vrai, avec toute la France, avec les étrangers comme avec vos compatriotes, quand il est imprimé par toute l'Europe et qu'il est traduit en plusieurs langues, il n'est plus temps. Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent certains traits dont ils n'ont pas compris le sens, et qu'ils altèrent encore par tout ce qu'ils y mettent du leur. Et ces traits ainsi corrompus et défigurés, qui ne sont autre chose que leurs propres pensées et leurs expressions, ils les exposent à la censure, soutiennent qu'ils sont mauvais, et tout le monde convient qu'ils sont mauvais. Mais l'endroit de l'ouvrage que ces critiques croient citer, et qu'en effet ils ne citent point, n'en est pas pire. Que dites-vous du livre d'Hermodore? Qu'il est mauvais, répondent Antime. Qu'il est mauvais? Qu'il est tel, continue-t-il, que ce n'est pas un livre, ou qui mérite du moins que le monde en parle. Mais l'avez-vous lu? Non, dit Antime. Que n'ajoute-t-il que Fulvie et Mélanie l'ont condamné sans l'avoir lu, et qu'il est ami de Fulvie et de Mélanie? Arsène, du plus haut de son esprit, contemple les hommes, et dans l'éloignement d'où il les voit, il est comme effrayé de leur petitesse. Loué, exalté et porté jusqu'aux cieux par de certaines gens qui se sont promis d'admirer réciproquement, il croit avec quelque mérite qu'il a possédé tout celui qu'on peut avoir et qu'il n'aura jamais. Occupé et rempli de ces sublimes idées, il se donne à peine le loisir de prononcer quelques oracles. Élevé par son caractère au-dessus des jugements humains, il abandonne aux âmes communes le mérite d'une vie suivie et uniforme, et il n'est responsable de ces inconstances qu'à ce cercle d'amis qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger, savent penser, savent écrire, doivent écrire. Il n'y a point d'autre ouvrage d'esprit si bien reçu dans le monde et si universellement goûté des honnêtes gens. Je ne dis pas qu'ils veuillent approuver, mais qu'ils daignent lire, incapable d'être corrigé par cette peinture qu'il ne lira point. Théocrine fait des choses assez inutiles, il a des sentiments toujours singuliers, il est moins profond que méthodique, il n'exerce que sa mémoire, il est abstrait, dédaigneux, et il semble toujours rire en lui-même de ce qu'il croit ne le valoir pas. Le hasard fait que je lui dis mon ouvrage, il l'écoute. Est-il lu? Il me parle du sien. Et du vôtre, me direz-vous, qu'en pense-t-il? Je vous l'ai déjà dit, il me parle du sien. Il n'y a point d'ouvrage si accompli qui ne fondît tout entier au milieu de la critique, si son auteur voulait en croire tous les censeurs, qui ôtent chacun l'endroit qui leur plaide le moins. C'est une expérience faite que s'il se trouve 10 personnes qui effacent d'un livre une expression ou un sentiment, l'on en fournit aisément un pareil nombre qui les réclame. Ceux-ci s'écrient: pourquoi supprimer cette pensée? Elle est neuve, elle est belle, et le tour en est admirable. Et ceux-là affirment au contraire, ou qu'ils auraient négligé cette pensée, ou qu'ils lui auraient donné un autre tour. Il y a un terme, disent les uns, dans votre ouvrage qui est rencontré et qui peint la chose au naturel. Il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé et qui d'ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire entendre. Et c'est du même trait et du même mot que tous ces gens s'expliquent ainsi, et tous sont connaisseurs et passent pour tels. Quel autre parti pour un auteur que d'oser pour l'art
être de l'avis de ceux qui l'approuvent. Un auteur sérieux n'est pas obligé de remplir son esprit de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les mauvais mots que l'on peut dire, et de toutes les ineptes applications que l'on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il est convaincu que quelque scrupuleuse exactitude que l'on ait dans sa manière d'écrire, la raillerie froide des mauvais plaisants est un mal inévitable, et que les meilleures choses ne leur servent souvent qu'à leur faire rencontrer une sottise. Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce serait encore trop que les termes pour exprimer les sentiments. Il faudrait leur parler par signes, ou sans parler se faire entendre. Quelque soin qu'on apporte à être serré et concis, et quelque réputation qu'on ait d'être tel, ils vous trouvent diffus. Il faut leur laisser tout à suppléer, et n'écrire que pour eux seuls. Ils conçoivent une période par le mot qui la commence, et par une période tout un chapitre. Leur avez-vous lu un seul endroit de l'ouvrage? C'est assez. Ils sont dans le fait et entendent l'ouvrage. Un tissu d'énigmes leur serait une lecture divertissante, et c'est une perte pour eux que ce style estrophié qui les enlève soit rare, et que peu d'écrivains s'en accommodent. Les comparaisons tirées d'un fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal et uniforme, ou d'un embrasement qui, poussé par les vents, s'épand au loin dans une forêt où il consume les chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée de l'éloquence. Montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau. Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ouvrage parfait ou régulier. Je ne sais s'il s'en est encore trouvé de ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile au rare génie de rencontrer le grand et le sublime que d'éviter toutes sortes de fautes. Le Cid n'a eu qu'une voix pour lui à sa naissance, qui a été celle de l'admiration. Il s'est vu plus fort que l'autorité et la politique qui ont tenté vainement de le détruire. Il a réuni en sa faveur des esprits toujours partagés d'opinions et de sentiments, les grands et le peuple. Ils s'accordent tous à le savoir de mémoire et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid, enfin, est l'un des plus beaux poèmes que l'on puisse faire, et l'une des meilleures critiques qui ait été faite sur aucun sujet, est celle du Cid. Quand une lecture vous élève l'esprit et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger de l'œuvre. Il est bon et fait de main d'ouvrier. Capus, qui s'érige en juge du beau style et qui croit écrire comme Bouhours et Rabutin, résiste à la voix du peuple et dit tout seul que Damis n'est pas un bon auteur. Damis cède à la multitude et dit ingénument avec le public que Capus est froid d'écrivain. Le devoir d'un nouvelliste est de dire « Il y a un tel livre qui court et qui est imprimé chez Cramoisi en tel caractère. Il est bien relié et en beau papier. Il se vend tant. Il doit savoir jusqu'à l'enseigne du libraire qui le débite. Sa folie est d'en vouloir faire la critique. » Le sublime du novelliste est le raisonnement creux sur la politique. Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une nouvelle qui se corrompt la nuit et qu'il est obligé d'abandonner le matin à son réveil. Le philosophe consume sa vie à observer les hommes et il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule. S'il donne quelque tour à ses pensées, c'est moins par une vanité d'auteur que pour mettre une vérité qu'il a trouvée dans tout le jour nécessaire pour faire l'impression qui doit servir à son dessein. Quelques lecteurs croient, néanmoins, le payer avec usure, s'ils disent magistralement qu'ils ont lu son livre et qu'il y a de l'esprit,
mais qu'il leur envoie tous leurs éloges, qu'il n'a pas cherché par son travail et par ses veilles. Il porte plus haut ses projets et agit pour une fin plus relevée. Il demande des hommes un plus grand et un plus rare succès que les louanges, et même que les récompenses, qui est de les rendre meilleurs. Les sots lisent un livre et ne l'entendent point. Les esprits médiocres croient l'entendre parfaitement. Les grands esprits ne l'entendent quelquefois pas tout entier. Ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair. Les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l'est point, et ne pas entendre ce qui est fort intelligible. Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont des sots. Les personnes d'esprit ont en eux les semences de toutes les vérités et de tous les sentiments. Rien ne leur est nouveau, ils admirent peu, ils approuvent. Je ne sais si l'on pourra jamais mettre dans les lettres plus d'esprit, plus de tours, plus d'agrément et plus de style que l'on en voit dans celles de Balzac et de Voiture. Elles sont vides de sentiments qui n'ont régné que depuis leur temps et qui doivent aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d'écrire. Elles trouvent sous leurs plumes des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont l'effet que d'un long travail et d'une pénible recherche. Elles sont heureuses dans le choix des termes, qu'elles placent si juste que, tout connus qu'ils sont, ils ont le charme de la nouveauté et semblent être faits pour l'usage où elles les mettent. Il n'appartient qu'à elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment, et de rendre délicatement une pensée qui est délicate. Elles ont un enchaînement de discours inimitable, qui se suit naturellement et qui n'est lié que par le sens. Si les femmes étaient toujours correctes, j'oserais dire que les lettres de quelques-unes d'entre elles seraient peut-être ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit. Il n'a manqué à Terence que d'être moins froid. Quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quel caractère. Il n'a manqué à Molière que d'éviter le jargon et le barbarisme, et d'écrire purement. Quel feu, quelle naïveté, quelle source de bonne plaisanterie, quelle imitation de mœurs, quelles images et quel fléau du ridicule. Mais quel homme en aurait pu faire de ces deux comiques? J'ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous deux connu la nature, avec cette différence que le premier, d'un style plein et uniforme, montre tout à la fois ce qu'elle a de plus beau et de plus noble, de plus naïf et de plus simple. Il en fait la peinture ou l'histoire. L'autre, sans choix, sans exactitude, d'une plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, l'appesantit sur les détails, il fait une anatomie, tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la nature, il en fait le roman. Ronsard et Balzac ont eu, chacun dans leur genre, assez de bons et de mauvais pour former après eux de très grands hommes en vers et en prose. Marot, par son tour et par son style, semble avoir écrit depuis Ronsard. Il n'y a guère entre ce premier et nous que la différence de quelques mots. Ronsard et les auteurs, ses contemporains, ont plus nui au style qu'ils ne lui ont servi. Ils l'ont retardé dans le chemin de la perfection. Ils l'ont exposé à la manquer pour toujours et à n'y plus revenir. Il est étonnant que les ouvrages de Marot, si naturels et si faciles, n'aient pas su faire de Ronsard, d'ailleurs plein de verve et d'enthousiasme, un plus grand poète que Ronsard et que Marot, et au contraire que Belleau, Jodelle et Dubartas aient été sitôt suivis d'un Rogan et d'un Malherbe, et que notre langue, à peine corrompue, se soit vue réparée. Marot et Rabelais sont inexcusables d'avoir semé l'ordure dans leurs écrits.
Tous deux avaient assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en passer, même à l'égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu'à rire dans un auteur. Rabelais surtout est incompréhensible, son livre est une énigme, quoi qu'on veuille dire, inexplicable. C'est une chimère, c'est le visage d'une belle femme avec des pieds et une queue de serpent, ou de quelque autre bête plus difforme. C'est un monstrueux assemblage d'une morale fine et ingénieuse, et d'une sale corruption. Où il est mauvais, il passe bien loin au-delà du pire. C'est le charme de la canaille. Où il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent. Il peut être le mets des plus délicats. Deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé Montaigne, que je ne crois pas, aussi bien qu'eux, exempt de toutes sortes de blâmes. Il paraît que tous deux ne l'ont estimé en nulle manière. L'un ne pensait pas assez pour goûter un auteur qui pense beaucoup, l'autre pense trop subtilement pour s'accommoder de pensées qui sont naturelles. Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin. On lit Amyot et Cofteau, lequel lit-on de leurs contemporains? Balzac, pour les termes et pour l'expression, est moins vieux que Voiture. Mais si ce dernier, pour le tour, pour l'esprit et pour le naturel, n'est pas moderne et ne ressemble en rien à nos écrivains, c'est qu'il leur a été plus facile de le négliger que de l'imiter, et que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne peut l'atteindre. Le M.G. est immédiatement au-dessous de rien. Il y a bien d'autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant d'inventions à s'enrichir par un sot livre qu'il y a de sottises à l'acheter. C'est ignorer le goût du peuple que de ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises. L'on voit bien que l'opéra est l'ébauche d'un grand spectacle. Il en donne l'idée. Je ne sais comment l'opéra, avec une musique si parfaite et une dépense toute royale, a pu réussir à m'ennuyer. Il y a des endroits dans l'opéra qui laissent à en désirer d'autres. Il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spectacle. C'est faute de théâtre, d'action et de choses qui intéressent. L'opéra jusqu'à ce jour n'est pas un poème, ce sont des vers, ni un spectacle, depuis que les machines ont disparu par le bon ménage d'Amphion et de sa race. C'est un concert où ce sont des voix soutenues par des instruments. C'est prendre le change et cultiver un mauvais goût que de dire, comme l'on fait, que la machine n'est qu'un amusement d'enfant et qui ne convient qu'aux marionnettes. Elle augmente et embellit la fiction, soutient dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il ne faut point de vol, ni de char, ni de changement aux Bérénice et à Pénélope. Il en faut aux opéras. Et le propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantement. Ils ont fait le théâtre, ces empressés, les machines, les ballets, les vers, la musique, tout le spectacle jusqu'à la salle où s'est donné le spectacle. J'entends le toit et les 4 murs dès leur fondement. Qui doute que la chasse sur l'eau, l'enchantement de la table, la merveille du labyrinthe ne soit encore de leur invention. J'en juge par le mouvement qu'ils se donnent et par l'air content dont ils s'applaudissent sur tout le succès. Si je me trompe, et qu'ils n'aient contribué en rien à cette fête si superbe, si galante, si longtemps soutenue, et où un seul a suffi pour le projet et pour la dépense, j'admire 2 choses, la tranquillité et le flegme de celui qui a tout remué, comme l'embarras et l'action de ceux qui n'ont rien fait. Les connaisseurs, ou ceux qui se croyant tels, se donnent voix délibérative et décisive sur les spectacles.
se cantonnent aussi, et se divisent en des partis contraires, dont chacun, poussé par un tout autre intérêt que celui du public ou de l'équité, admire un certain poème ou une certaine musique, et siffle tout autre. Ils nuisent également, par cette chaleur, à défendre leur prévention, et à la faction opposée, et à leur propre cabale. Ils découragent par mille contradictions les poètes et les musiciens, retardent le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le fruit qu'ils pourraient tirer de l'émulation et de la liberté qu'auraient plusieurs excellents maîtres de faire, chacun dans leur genre et selon leur génie, de très beaux ouvrages. D'où vient que l'on rit si librement au théâtre, et que l'on a honte d'y pleurer? Est-il moins dans la nature de s'attendrir sur le pitoyable que d'éclater sur le ridicule? Est-ce l'altération des traits qui nous retient? Elle est plus grande dans un ri immodéré que dans la plus amère douleur, et l'on détourne son visage pour rire comme pour pleurer en la présence des grands et de tous ceux que l'on respecte. Est-ce une peine que l'on sent à laisser voir que l'on est tendre et à marquer quelque faiblesse, surtout en un sujet faux, et dont il semble que l'on soit la dupe? Mais sans citer les personnes graves ou les esprits forts qui trouvent du faible dans un ri excessif comme dans des pleurs, et qui se les défendent également, qu'attend-on d'une scène tragique? Qu'elle fasse rire? Et d'ailleurs la vérité n'y règne-t-elle pas aussi vivement par ces images que dans le comique? L'âme ne va-t-elle pas jusqu'au vrai dans l'un et dans l'autre genre avant que de s'émouvoir? Est-elle même si aisée à contenter? Ne lui faut-il pas encore le vraisemblable? Comme donc ce n'est point une chose bizarre d'entendre s'élever de tout un amphithéâtre un ri universel sur quelque endroit d'une comédie, et que cela suppose au contraire qu'il est plaisant et très naïvement exécuté. Aussi l'extrême violence que chacun se fait à contraindre ses larmes, et le mauvais ri dont on veut les couvrir, prouve clairement que l'effet naturel du grand tragique serait de pleurer tout franchement et de concert à la vue l'un de l'autre, et sans autre embarras que d'essuyer ses larmes, outre qu'après être convenu de s'y abandonner, on éprouverait encore qu'il y a souvent moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que de s'y morfondre. Le poème tragique vous serre le cœur dès son commencement, vous laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer et le temps de vous remettre, ou s'il vous donne quelque relâche, c'est pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la terreur par la pitié, ou réciproquement à la pitié par le terrible, vous mène par les larmes, par les sanglots, par l'incertitude, par l'espérance, par la crainte, par les surprises et par l'horreur, jusqu'à la catastrophe. Ce n'est donc pas un tissu de jolis sentiments, de déclarations tendres, d'entretiens galants, de portraits agréables, de mots doucereux, ou quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi à la vérité d'une dernière scène où les mutins n'entendent aucune raison, et où, pour la bienséance, il y a enfin du sang répandu, et quelques malheureux à qui il en coûte la vie. Ce n'est point assez que les mœurs du théâtre ne soient point mauvaises. Il faut encore qu'elles soient décentes et instructives. Il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier, ou même si fade et si indifférent, qu'il n'est ni permis au poète d'y faire attention, ni possible au spectateur de s'en divertir. Le paysan ou l'ivrogne fournit quelques scènes à un farceur. Il n'entre qu'à peine dans le vrai comique. Comment pourrait-il faire le fond ou l'action principale de la comédie? Ses caractères, dit-on, sont naturels. Ainsi, par cette règle, on occupera bientôt
tout l'amphithéâtre d'un laquais qui siffle, d'un malade dans sa garde-robe, d'un homme ivre qui dort ou qui vomit. Y a-t-il rien de plus naturel? C'est le propre d'un efféminé de se lever tard, de passer une partie du jour à sa toilette, de se voir au miroir, de se parfumer, de se mettre des mouches, de recevoir des billets et d'y faire réponse. Mettez ce rôle sur la scène. Plus longtemps vous le ferez durer, un acte, 2 actes, plus il sera naturel et conforme à son original, mais plus aussi il sera froid et insipide. Il me semble que le roman et la comédie pourraient être aussi utiles qu'ils sont nuisibles. L'on y voit de si grands exemples de constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si beaux et de si parfaits caractères, que quand une jeune personne jette de là sa vue sur tout ce qui l'entoure, ne trouvant que des sujets indignes et fort au-dessous de ce qu'elle vient d'admirer, je m'étonne qu'elle soit capable pour eux de la moindre faiblesse. Corneille ne peut être égalé dans les endroits où il excelle. Il a pour lors un caractère original et inimitable, mais il est inégal. Ses premières comédies sont sèches, languissantes, et ne laissaient pas espérer qu'il dût aller si loin, comme ces dernières font qu'on s'étonne qu'il ait pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses meilleures pièces, il y a des fautes inexcusables contre les mœurs, un style de déclamateur qui arrête l'action et la fait languir, des négligences dans les vers et dans l'expression qu'on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce qu'il y a eu en lui de plus éminent, c'est l'esprit, qu'il avait sublime, auquel il a été redevable de certains vers, les plus heureux qu'on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son théâtre, qu'il a quelquefois hasardé contre les règles des anciens, et enfin de ses dénouements, car il ne s'est pas toujours assujetti au goût des Grecs et à leur grande simplicité. Il a aimé au contraire à charger la scène d'événements dont il est presque toujours sorti avec succès. Admirable surtout par l'extrême variété et le peu de rapport qui se trouve pour le dessin entre un si grand nombre de poèmes qu'il a composés. Il semble qu'il y ait plus de ressemblances dans ceux de Racine, et qu'ils tendent un peu plus à une même chose. Mais il est égal, soutenu, toujours le même partout, soit pour le dessin et la conduite de ses pièces, qui sont justes, régulières, prises dans le bon sens et dans la nature, soit pour la versification qui est correcte, riche dans ses rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse, exact imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité de l'action, à qui le grand et le merveilleux n'ont pas même manqué, ainsi qu'à Corneille, ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est répandue dans tout le Cid, dans Polyeucte et dans les Horaces. Quelle grandeur ne se remarque point en Mithridate, en Porus et en Burrus, ces passions encore favorites des anciens, que les tragiques aimaient à exciter sur les théâtres et qu'on nomme la terreur et la pitié, ont été connues de ces deux poètes. Oreste, dans l'Andromaque de Racine, est Phèdre du même auteur, comme l'Œdipe et les Horaces de Corneille en sont la preuve. Cependant, il est permis de faire entre eux quelques comparaisons et les marquer l'un et l'autre parce qu'ils ont de plus propre et parce qu'ils éclatent le plus ordinairement dans leurs ouvrages. Peut-être qu'on pourrait parler ainsi. Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées. Racine se conforme aux nôtres. Celui-là peint les hommes comme ils devraient être. Celui-ci les peint tels qu'ils sont. Il y a plus dans le premier de ce que l'on admire et de ce que l'on doit même imiter. Il y a plus dans le second de ce que l'on reconnaît dans les autres, ou de ce que l'on éprouve dans soi-même.
L'un élève, étonne, maîtrise, instruit. L'autre plaît, remue, touche, pénètre. Ce qu'il y a de plus beau, de plus noble et de plus impérieux dans la raison, c'est manié par le premier, et par l'autre ce qu'il y a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion. Ce sont dans celui-là des maximes, des règles, des préceptes, et dans celui-ci du goût et des sentiments. L'on est plus occupé aux pièces de Corneille, l'on est plus ébranlé et plus attendri à celles de Racine. Corneille est plus moral, Racine plus naturel. Il semble que l'un imite Sophocle et que l'autre doit plus à Euripide. Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns ont de parler seuls et longtemps, jointe à l'emportement du geste, à l'éclat de la voix et à la force des poumons. Les pédants ne l'admettent aussi que dans le discours oratoire, et ne la distinguent pas de l'entassement des figures, de l'usage des grands mots et de la rondeur des périodes. Il semble que la logique est l'art de convaincre de quelque vérité, et l'éloquence un don de l'âme, lequel nous rend maîtres du cœur et de l'esprit des autres, qui fait que nous leur inspirons ou que nous leur persuadons de ce qui nous plaît. L'éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout genre d'écrire. Elle est rarement où on la cherche, et elle est quelquefois où on ne la cherche point. L'éloquence est au sublime, ce que le tout est à sa partie. Qu'est-ce que le sublime? Il ne paraît pas qu'on l'ait défini. Est-ce une figure? N'est-il des figures, ou du moins de quelques figures? Tout genre d'écrire reçoit-il le sublime, ou s'il n'y a que les grands sujets qui en soient capables? Peut-il briller autre chose dans l'églogue qu'un beau naturel, et dans les lettres familières, comme dans les conversations, qu'une grande délicatesse? Ou plutôt, le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils font la perfection? Qu'est-ce que le sublime? Où entre le sublime? Les synonymes sont plusieurs dictions ou plusieurs phrases différentes qui signifient une même chose. L'antithèse est une opposition de deux vérités qui se donnent toujours l'une à l'autre. La métaphore ou la comparaison emprunte d'une chose étrangère une image sensible et naturelle d'une vérité. L'hyperbole exprime au-delà de la vérité pour ramener l'esprit à la mieux connaître. Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble. Il la peint tout entière, dans sa cause et dans son effet. Il est l'expression ou l'image la plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres ne trouvent point l'unique expression et usent de synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l'éclat de l'antithèse et s'en servent. Les esprits justes, et qui aiment à faire des images qui soient précises, donnent naturellement dans la comparaison et la métaphore. Les esprits vifs, pleins de feu, et qu'une vaste imagination emporte hors des règles et de la justesse, ne peuvent s'assouvir de l'hyperbole. Pour le sublime, il n'y a même entre les grands génies que les plus élevés qui en soient capables. Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre à la place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage comme quelque chose qui lui est nouveau, où il n'a nulle part, et que l'auteur aurait soumis à sa critique, et se persuader ensuite qu'on n'est pas entendu seulement à cause que l'on s'entend soi-même, mais parce qu'on est en effet intelligible. L'on n'écrit que pour être entendu, mais il faut du moins, en écrivant, faire entendre de belles choses. L'on doit avoir une diction pure et user de termes qui soient propres, il est vrai, mais il faut que ces termes si propres expriment des pensées nobles, vives, solides, et qui renferment un très beau sens. C'est faire de la pureté et de la clarté au discours un mauvais usage que de les faire servir à une matière aride
infructueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans nouveauté. Que sert au lecteur de comprendre aisément et sans peine des choses frivroles et puériles, quelquefois fades et communes, et d'être moins incertain de la pensée d'un auteur qu'ennuyé de son ouvrage? Si l'on jette quelque profondeur dans certains écrits, si l'on affecte une finesse de tour et quelquefois une trop grande délicatesse, ce n'est que par la bonne opinion qu'on a de ses lecteurs. L'on a cette incommodité à essayer dans la lecture des livres faits par des gens de parti et de cabale, que l'on n'y voit pas toujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les raisons réciproques n'y sont point rapportées dans toute leur force, ni avec une entière exactitude. Et ceux qui usent la plus longue patience, il faut lire un grand nombre de termes durs et injurieux que se disent des hommes graves qui, d'un point de doctrine ou d'un fait contesté, se font une querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de particulier qu'ils ne méritent ni le cours prodigieux qu'ils ont pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils tombent lorsque le feu et la division venant à s'éteindre, ils deviennent des almanachs de l'autre année. La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire, et de quelques autres, c'est de n'écrire point. L'on écrit régulièrement depuis 20 années, l'on est esclave de la construction, l'on a enrichi la langue de nouveaux mots, secoué le jonc du latinisme et réduit le style à la phrase purement française. L'on a presque retrouvé le nombre que Malherbe et Balzac avaient les premiers rencontrés et que tant d'auteurs depuis eux ont laissé perdre. L'on a mis enfin dans le discours tout l'ordre et toute la netteté dont il est capable. Cela conduit insensiblement à y mettre de l'esprit. Il y a des artisans ou des habiles dont l'esprit est aussi vaste que l'art et la science qu'ils professent. Ils lui rendent avec avantage, par le génie et par l'invention, ce qu'ils tiennent d'elle et de ses principes. Ils sortent de l'art pour l'ennoblir, s'écartent des règles si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime. Ils marchent seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut et pénètrent fort loin, toujours sûrs et confirmés par le succès des avantages que l'on tire quelquefois de l'irrégularité. Les esprits justes, doux, modérés, non seulement ne les atteignent pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent tranquilles dans l'étendue de leur sphère, vont jusqu'à un certain point, qui fait les bornes de leur capacité et de leur lumière. Ils ne vont pas plus loin, parce qu'ils ne voient rien au-delà. Ils ne peuvent au plus qu'être des premiers d'une seconde classe et exceller dans le médiocre. Il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs et subalternes qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre ou le magasin de toutes les productions des autres génies. Ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs. Ils ne pensent point, ils disent ce que les autres ont pensé, et comme le choix des pensées est invention, ils l'ont mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses que d'excellentes choses. Ils n'ont rien d'original, et qui soit à eux. Ils ne savent ce qu'ils ont appris, et ils n'apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d'agrément et d'utilité, qui ne tombe point dans la conversation, qui est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n'a point de cours. On est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire confondent avec des savants, et que les sages renvoient au pédantisme.
La critique souvent n'est pas une science, c'est un métier où il faut plus de santé que d'esprit, plus de travail que de capacité, plus d'habitude que de génie. Si elle vient d'un homme qui ait moins de discernement que de lecture, et qu'elle s'exerce sur de certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et l'écrivain. Je conseille à un auteur né copiste et qui a l'extrême modestie de travailler d'après quelqu'un, de ne choisir pour exemplaire que ces sortes d'ouvrages où il entre de l'esprit, de l'imagination ou même de l'érudition. S'il n'atteint pas ces originaux, du moins il en approche, et il se fait lire. Il doit au contraire éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur, que le cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les figures, et qui tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qui s'exprime sur le papier. Dangereux modèle et tout propre à faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule ceux qui s'ingèrent de les suivre. En effet, je rirais d'un homme qui voudrait sérieusement parler mon ton de voix ou me ressembler de visage. Un homme né chrétien et français se trouve contraint dans la satire. Les grands sujets lui sont défendus. Il les entame quelquefois et se détourne ensuite sur de petites choses qu'il relève par la beauté de son génie et de son style. Il faut éviter le style vain et puéril de peur de ressembler à Dorilus et Handbourg. On peut au contraire, en une sorte d'écrit, hasarder de certaines expressions, user de termes transposés et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent pas le plaisir qu'il y a à s'en servir ou à les entendre. Celui qui n'a égard en écrivant qu'au goût de son siècle, songe plus à sa personne qu'à ses écrits. Il faut toujours tendre à la perfection, et alors cette justice qui nous est quelquefois refusée par nos contemporains, la postérité sait nous la rendre. Il ne faut pas mettre un ridicule où il n'y en a point, c'est se gâter le goût, c'est corrompre son jugement et celui des autres. Mais le ridicule qui est quelque part, il faut l'y voir, l'en tirer avec grâce et d'une manière qui plaise et qui instruise. Horace, ou Despréaux, l'a dit avant nous, je le crois sur votre parole, mais je l'ai dit comme mien. Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie, et que d'autres encore penseront après moi. Fin de la section 1. Du mérite personnel. Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n'être pas convaincu de son inutilité, quand il considère qu'il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte, et où tant de gens se trouvent pour le remplacer. De bien des gens, il n'y a que le nom qui vaille quelque chose. Quand vous les voyez de près, c'est moins que rien, de loin, ils imposent. Tout persuadé que je suis que ceux que l'on choisit pour de différents emplois, chacun selon son génie et sa profession, font bien, je me hasarde de dire qu'il se peut faire qu'il y ait au monde plusieurs personnes, connues ou inconnues, que l'on n'emploie pas, qui feraient très bien. Et je suis induit à ce sentiment par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a placées et de qui jusques alors on n'avait pas attendu de fort grandes choses. Combien d'hommes admirables et qui avaient de très beaux génies sont morts sans qu'on en ait parlé. Combien vivent encore dont on ne parle point et dont on ne parlera jamais. Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneurs et sans cabale, qui n'est engagé dans aucun corps, mais qui est seul, et qui n'a que beaucoup de mérite pour toute recommandation, de se faire jour à travers l'obscurité où il se trouve, et de venir au niveau d'un fat qui est en crédit. Personne presque ne s'avise de lui-même du mérite d'un autre. Les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres. De là vient qu'avec un grand mérite et une plus grande modestie, l'on peut être longtemps ignoré. Le génie et les grands talents manquent souvent, quelquefois aussi les seules occasions,
tels peuvent être loués de ce qu'ils ont fait et tels de ce qu'ils auraient fait. Il est moins rare de trouver de l'esprit que des gens qui se servent du leur ou qui fassent valoir celui des autres et le mettent à quelque usage. Il y a plus d'outils que d'ouvriers, et de ces derniers plus de mauvais que d'excellents. Que pensez-vous de celui qui veut scier avec un rabot et qui prend sa scie pour raboter? Il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom. La vie s'achève que l'on a à peine ébauché son ouvrage. Que faire des gésipes qui demandent un emploi? Le mettra-t-on dans les finances ou dans les troupes? Cela est indifférent, il faut que ce soit l'intérêt seul qui en décide, car il est aussi capable de manier de l'argent ou de dresser des comptes que de porter les armes. Il est propre à tout, disent ses amis, ce qui signifie toujours qu'il n'a pas plus de talent pour une chose que pour une autre, ou en d'autres termes, qu'il n'est propre à rien. Ainsi la plupart des hommes occupés d'eux seuls dans leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir, croient faussement dans un âge plus avancé qu'il leur suffit d'être inutiles ou dans l'indigence, afin que la République soit engagée à les placer ou à les secourir. Et ils profitent rarement de cette leçon si importante que les hommes devraient employer les premières années de leur vie à devenir tels par leurs études et par leur travail, que la République elle-même eut besoin de leur industrie et de leur lumière, qu'ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son édifice, et qu'elle se trouvât portée par ses propres avantages à faire leur fortune ou à l'embellir. Nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelque emploi. Le reste ne nous regarde point, c'est l'affaire des autres. Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir, maxime inestimable et d'une ressource infinie dans la pratique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de l'esprit, qu'elle rend maîtres de leur fortune ou de leur repos, pernicieuse pour les grands qui diminueraient leur cour, ou plutôt le nombre de leurs esclaves, qui feraient tomber leur morgue avec une partie de leur autorité, et les réduiraient presque à leurs entremets et à leurs équipages, qui les priverait du plaisir qu'ils sentent à se faire prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre et à ne pas donner, qui les traverserait dans le goût qu'ils ont quelquefois à mettre les sots en vue et à anéantir le mérite quand il leur arrive de le discerner, qui bannirait des cours les brigues, les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie, qui ferait d'une cour orageuse, pleine de mouvements et d'intrigues, comme une pièce comique ou même tragique, dont les sages ne seraient que les spectateurs, qui remettrait de la dignité dans les différentes conditions des hommes, de la sérénité sur leurs visages, qui étendrait leur liberté, qui réveillerait en eux, avec les talents naturels, l'habitude du travail et de l'exercice, qui les exciterait à l'émulation, au désir de la gloire, à l'amour de la vertu, qui, au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux à la République, en ferait ou de sages économes, ou d'excellents pères de famille, ou des juges intègres, ou de bons officiers, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des philosophes, et qui ne leur attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons exemples. Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois, et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire. Personne presque n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le vide du temps, sans ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appela travailler. Un homme de mérite et qui est en place n'est jamais incommode par sa vanité. Il s'étourdit moins du poste qu'il occupe qu'il n'est humilié par un plus grand qu'il ne remplit pas et dont il se croit digne. Plus capable d'inquiétude que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne pèse qu'à soi-même. Il en coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour, mais par une raison bien opposée à celle que l'on pourrait croire, il n'est point tel sans une grande modestie, qui l'éloigne de penser qu'il fasse le moindre plaisir aux princes s'ils se trouvent sur leur passage, se poste devant leurs yeux et leur montre son visage. Il est plus proche de se persuader qu'il les importune,
et il a besoin de toutes les raisons tirées de l'usage et de son devoir pour se résoudre à se montrer. Celui, au contraire, qui a bonne opinion de soi, et que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût à se faire voir. Il fait sa cour avec d'autant plus de confiance qu'il est incapable de s'imaginer que les grands dont il est vu pensent autrement de sa personne qu'il fait lui-même. Un honnête homme se paie par ses mains de l'application qu'il a à son devoir par le plaisir qu'il sent à le faire, et se désintéresse sur les éloges, l'estime et la reconnaissance qui lui manquent quelquefois. Si j'osais faire une comparaison entre deux conditions tout à fait inégales, je dirais qu'un homme de cœur pense à remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe à couvrir. Ni l'un ni l'autre ne cherchent à exposer leur vie, ni se sont détournés par le péril. La mort pour eux est un inconvénient dans le métier et jamais un obstacle. Le premier aussi n'est guère plus vain d'avoir paru à la tranchée, emporter un ouvrage ou forcer un retranchement, que celui-ci d'avoir monté sur de hauts combles ou sur la pointe d'un clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu'à bien faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l'on dise de lui qu'il a bien fait. La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne de la force et du relief. Un extérieur simple est l'habit des hommes vulgaires, il est taillé pour eux et sur leur mesure, mais c'est une parure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions. Je les compare à une beauté négligée, mais plus piquante. Certains hommes, contents d'eux-mêmes, de quelque action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi, ayant ouï dire que la modestie sied bien aux grands hommes, osent être modestes, contrefont les simples et les naturels, semblables à ces gens d'une taille médiocre qui se baissent aux portes de peur de se heurter. Votre fils est bègue, ne le faites pas monter sur la tribune. Votre fille est née pour le monde, ne l'enfermez pas parmi les vestales. Xanthus, votre affranchi, est faible et timide. Ne différez pas, retirez-le des légions et de la milice. Je veux l'avancer, dites-vous. Comblez-le de biens, surchargez-le de terres, de titres et de possessions. Servez-vous du temps. Nous vivons dans un siècle où elles lui feront plus d'honneur que la vertu. Il m'en coûterait trop, ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus? Songez-vous que c'est une goutte d'eau que vous puisez du Tibre pour enrichir Xanthus que vous aimez et pour prévenir les honteuses suites d'un engagement où il n'est pas propre? Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur mauvaise fortune. Et quand on se sent capable de les suivre dans leurs disgrâces, il faut les cultiver hardiment et avec confiance jusque dans leur plus grande prospérité. S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? S'il est heureux d'avoir de la naissance, il ne l'est pas moins d'être tel qu'on ne s'informe plus si vous en avez. Il apparaît de temps en temps sur la face de la terre des hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu, et dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux, semblables à ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes et dont on sait encore moins ce qu'elles deviennent après avoir disparu. Ils n'ont ni aïeux ni descendants, ils composent seuls toute leur race. Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement à le faire, et s'il y a du péril, avec péril, il inspire le courage ou il y supplée. Quand on excelle dans son art et qu'on lui donne toute la perfection dont il est capable, l'on en sort en quelque manière et l'on s'égale à ce qu'il y a de plus noble et de plus relevé. V est un peintre, C un musicien, et l'auteur de Pyrame est un poète. Mais Mignard est Mignard, Lully est Lully, et Corneille est Corneille. Un homme libre, et qui n'a point de femme, s'il a quelque esprit, peut s'élever au-dessus de sa fortune, se mêler dans le monde, et aller de pair avec les plus honnêtes gens. Cela est moins facile à celui qui est engagé. Il semble que le mariage met tout le monde dans son ordre. Après le mérite personnel, il faut l'avouer, ce sont les éminentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus de distinction et plus d'éclat. Et qui ne sait être un Érasme doit penser à être évêque. Quelques-uns, pour étendre leur renommée, entassent sur leur personne des pairies, des colliers d'ordre, des primaties, la pourpre. Ils auraient besoin d'une tiare. Mais quel besoin à Trophime d'être cardinal?
L'or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon, il éclate de même chez les marchands. Il est habillé des plus belles étoffes. Le sont-elles moins toutes déployées dans les boutiques et à la pièce? Mais la broderie et les ornements y ajoutent encore de la magnificence. Je loue donc le travail de l'ouvrier. Si on lui demande quelle heure il tire une montre qui est un chef-d'œuvre. La garde de son épée est un onyx. Il a au doigt un gros diamant qu'il fait briller aux yeux et qui est parfait. Il ne lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l'on porte sur soi, autant pour la vanité que pour l'usage. Il ne se plaint non plus toutes sortes de parures qu'un jeune homme qui a épousé une riche vieille. Vous m'inspirez enfin de la curiosité. Il faut voir du moins des choses si précieuses. Envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon. Je vous quitte de la personne. Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui te traînent, tu penses que l'on t'en estime davantage. L'on écarte tout cet attirail qui t'est étranger pour pénétrer jusque à toi, qui n'es qu'un fat. Ce n'est pas qu'il faut quelquefois pardonner à celui qui, avec un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s'en croit plus de naissance et plus d'esprit. Il lit cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent. Un homme à la cour et souvent à la ville, qui a un long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et placée haut sur l'estomac, le soulier de maroquin, la calotte de même, un beau grain, un collet bien fait et bien empesé, les cheveux arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se souvient de quelque distinction métaphysique, explique ce que c'est que la lumière de gloire, et sait précisément comment l'on voit Dieu, cela s'appelle un docteur, une personne humble, qui est ensevelie dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie, est un homme docte. Chez nous, le soldat est brave, et l'homme de robe est savant. Nous n'allons pas plus loin. Chez les Romains, l'homme de robe était brave, et le soldat était savant. Un Romain était tout ensemble, et le soldat et l'homme de robe. Il semble que le héros est d'un seul métier qui est celui de la guerre, et que le grand homme est de tous les métiers, ou de la robe, ou de l'épée, ou du cabinet, ou de la cour. L'un et l'autre mis ensemble ne pèsent pas un homme de bien. Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand homme est délicate. Toutes les vertus militaires font l'un et l'autre. Il semble néanmoins que le premier soit jeune, entreprenant, d'une haute valeur, ferme dans les périls, intrépide, que l'autre excelle par un grand sens, par une vaste prévoyance, par une haute capacité et par une longue expérience. Peut-être qu'Alexandre n'était qu'un héros, et que César était un grand homme. Émile était né ce que les plus grands hommes ne deviennent qu'à force de règles, de méditation et d'exercice. Il n'a eu dans ses premières années qu'à remplir des talents qui étaient naturels et qu'à se livrer à son génie. Il a fait, il a agi avant que de savoir, ou plutôt il a su ce qu'il n'avait jamais appris. Dirais-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs victoires? Une vie accompagnée d'un extrême bonheur, jointe à une longue expérience, serait illustre par les seules actions qu'il avait achevées dès sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis offertes, il les a embrassées, et celles qui n'étaient pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître. Admirable même, et par les choses qu'il a faites, et par celles qu'il aurait pu faire. On l'a regardé comme un homme incapable de céder à l'ennemi, de plier sous le nombre ou sous les obstacles, comme une âme du premier ordre, pleine de ressources et de lumière, et qui voyait encore où personne ne voyait plus, comme celui qui, à la tête des légions, était pour elle un présage de la victoire, et qui valait seul plusieurs légions, qui était grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune lui a été contraire. La levée d'un siège, une retraite, l'ont plus ennobli que ses triomphes. L'on ne met qu'après les batailles gagnées et les villes prises. Qui était rempli de gloire et de modestie. On lui a entendu dire « je fuyais », avec la même grâce qu'il disait « nous les bâtîmes ». Un homme dévoué à l'État, à sa famille, au chef de sa famille, sincère pour Dieu et pour les hommes, autant admirateur du mérite que s'il lui eût été moins propre et moins familier. Un homme vrai, simple, magnanime, à qui il n'a manqué que les moindres vertus.
Les enfants des dieux, pour ainsi dire, se tirent des règles de la nature, et en sont comme l'exception. Ils n'attendent presque rien du temps et des années. Le mérite chez eux devance l'âge. Ils naissent instruits, ils sont plutôt des hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de l'enfance. Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et resserrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette universalité de talents que l'on remarque quelquefois dans un même sujet. Où ils voient l'agréable, ils en excluent le solide. Où ils croient découvrir les grâces du corps, l'agilité, la souplesse, la dextérité, ils ne veulent plus y admettre les dons de l'âme, la profondeur, la réflexion, la sagesse. Ils ôtent de l'histoire de Socrate qu'il est dansé. Il n'y a guère d'homme si accompli et si nécessaire aux siens qu'il n'ait de quoi se faire moins regretter. Un homme d'esprit et d'un caractère simple et droit peut tomber dans quelques pièges. Il ne pense pas que personne veuille lui en dresser et le choisir pour être sa dupe. Cette confiance le rend moins précautionné, et les mauvais plaisants l'entament par cet endroit. Il n'y a qu'à perdre pour ceux qui en viendraient à une seconde charge. Il n'est trompé qu'une fois. J'éviterai avec soin d'offenser personne, si je suis équitable, mais sur toute chose un homme d'esprit, si j'aime le moins du monde mes intérêts. Il n'y a rien de si délié, de si simple et de si imperceptible, où il n'entre des manières qui nous décèlent. Un sot ni n'entre, ni ne sort, ni ne s'assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n'est sur ses jambes, comme un homme d'esprit. Je connais Mops d'une visite qu'il m'a rendue sans me connaître. Il prie des gens qu'il ne connaît point de le mener chez d'autres dont il n'est pas connu. Il écrit à des femmes qu'il connaît de vue. Il s'insinue dans un cercle de personnes respectables et qui ne savent quel il est. Et là, sans attendre qu'on l'interroge, ni sans sentir qu'il interrompt, il parle, et souvent, et ridiculement. Il entre une autre fois dans une assemblée, se place où il se trouve, sans nulle attention aux autres, ni à soi-même. On l'ôte d'une place destinée à un ministre, il s'assied à celle d'un duc et pair. Il est là précisément celui dont la multitude rit, et qui seul est grave, et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil du roi, il grimpe à la chaire du prédicateur. Il regarde le monde indifféremment, sans embarras, sans pudeur. Il n'a pas, non plus que le sot, de quoi rougir. Cels est d'un rang médiocre, mais les grands le souffrent. Il n'est pas savant, il a relation avec les savants. Il a peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ont beaucoup. Il n'est pas habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement, et des pieds qui peuvent le porter d'un lieu à l'autre. C'est un homme né pour les allées et venues, pour écouter des propositions et les rapporter, pour en faire d'office, pour aller plus loin que sa commission et en être désavoué, pour réconcilier des gens qui se querellent à leur première entrevue, pour réussir dans une affaire et en manquer mille, pour se donner la gloire de la réussite et pour détourner sur les autres la haine d'un mauvais succès. Il sait les bruits communs, les historiettes de la ville, il ne fait rien, il dit ou il écoute ce que les autres font, il est nouvelliste, il sait même le secret des familles, il entre dans de plus hauts mystères, il vous dit pourquoi celui-ci est exilé et pourquoi on rappelle cet autre. Il connaît le fond et les causes de la brouillerie des deux frères et de la rupture des deux ministres. N'a-t-il pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mésintelligence? N'a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne serait pas longue? N'était-il pas présent à de certaines paroles qui furent dites? N'entra-t-il pas dans une espèce de négociation? Le voulut-on croire? Fut-il écouté? À qui parlez-vous de ces choses? Qui a eu plus de part que Cels à toutes ces intrigues de cour? Et si cela n'était ainsi, s'il ne l'avait du moins ou rêvé ou imaginé, songerait-il à vous le faire croire? Aurait-il l'air important et mystérieux d'un homme revenu d'une ambassade? Ménippe est l'oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas à lui. Il ne parle pas, il ne sent pas, il répète des sentiments et des discours, se sert même si naturellement de l'esprit des autres qu'il y est le premier trompé et qu'il croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée lorsqu'il n'est que l'écho de quelqu'un qu'il vient de quitter. C'est un homme qui est de mise un quart d'heure de suite, qui le moment d'après baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu'un peu de mémoire lui donnait et montre la corde.
Lui seul ignore combien il est au-dessous du sublime et de l'héroïque. Et incapable de savoir jusqu'où l'on peut avoir de l'esprit, il croit naïvement que tout ce qu'il en a est tout ce que les hommes en sauraient avoir. Aussi a-t-il l'air et le maintien de celui qui n'a rien à désirer sur ce chapitre et qui ne porte envie à personne. Il se parle souvent à soi-même, et il ne s'en cache pas. Ceux qui passent le voient et qu'il semble toujours prendre un parti ou décider qu'une telle chose est sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, c'est le jeter dans l'embarras de savoir s'il doit rendre le salut ou non, et pendant qu'il délibère, vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l'a fait honnête homme, l'a mis au-dessus de lui-même, l'a fait devenir ce qu'il n'était pas. L'on juge, en le voyant, qu'il n'est occupé que de sa personne, qu'il sait que tout lui sied bien et que sa parure est assortie, qu'il croit que tous les yeux sont ouverts sur lui et que les hommes se relaient pour le contempler. Celui qui, logé chez soi dans un palais, avec 2 appartements pour les 2 saisons, vient coucher au Louvre dans un entresol, n'en use pas ainsi par modestie, cet autre qui, pour conserver une taille fine, s'abstient du vin et ne fait qu'un seul repas, n'est ni sobre ni tempérant. Et d'un troisième qui, importuné d'un ami pauvre, lui donne enfin quelques secours, l'on dit qu'il achète son repos et nullement qu'il est libéral. Le motif seul fait le mérite des actions des hommes, et le désintéressement y met la perfection. La fausse grandeur est farouche et inaccessible. Comme elles sont faibles, elle se cache, ou du moins ne se montre pas de front, et ne se fait voir qu'autant qu'il faut pour imposer et ne paraître point ce qu'elle est, je veux dire une vraie petitesse. La véritable grandeur est libre, douce, familière, populaire. Elle se laisse toucher et manier, elle ne paie rien à être vue de près. Plus on la connaît, plus on l'admire. Elle se courbe, par bonté, vers ses inférieurs, et revient sans effort dans son naturel. Elle s'abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir. Elle rit, joue et badine, mais avec dignité. On l'approche tout ensemble, avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble et facile, inspire le respect et la confiance, et fait que les princes nous paraissent grands et très grands, sans nous faire sentir que nous sommes petits. Le sage guérit de l'ambition par l'ambition même. Il tend à de si grandes choses qu'il ne peut se borner à ce qu'on appelle des trésors, des postes, la fortune et la faveur. Il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soient assez bons et assez solides pour remplir son cœur et pour mériter ses soins et ses désirs. Il a même besoin d'efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait naître de la vertu toute pure et toute simple. Mais les hommes ne l'accordent guère et il s'en passe. Celui-là est bon qui fait du bien aux autres. S'il souffre pour le bien qu'il fait, il est très bon. S'il souffre de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté qu'elle ne peut être augmentée que dans le cas où ses souffrances viendraient à croître. Et s'il en meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin. Elle est héroïque, elle est parfaite. Fin de la section 2. Du cœur. Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre ceux qui sont nés médiocres. Quelque désintéressement qu'on ait à l'égard de ceux qu'on aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux et avoir la générosité de recevoir. Celui-là peut prendre qui goûte un plaisir aussi délicat à recevoir que son ami en sent à lui donner. Donner, c'est agir. Ce n'est pas souffrir de ses bienfaits, ni céder à l'importunité ou à la nécessité de ceux qui nous demandent. Si l'on a donné à ceux que l'on aimait quelque chose qu'il arrive, il n'y a plus d'occasion où l'on doive songer à ses bienfaits. On a dit en latin qu'il coûte moins cher de haïr que d'aimer, ou si l'on veut que l'amitié est plus à charge que la haine. Il est vrai qu'on est dispensé de donner à ses ennemis, mais ne coûte-t-il rien de s'en venger? Ou s'il est doux et naturel de faire du mal à ce que l'on hait, l'est-il moins de faire du bien à ce qu'on aime? Ne serait-il pas dur et pénible de ne lui en point faire?
Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner. Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat et ainsi sur un indigne ne change pas de nom et s'il méritait plus de reconnaissance. La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu'à donner à propos. S'il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour vers nous-mêmes qui nous met en la place des malheureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leur misère? Il vaut mieux s'exposer à l'ingratitude que de manquer aux misérables. L'expérience confirme que la mollesse ou l'indulgence pour soi et la dureté pour les autres n'est qu'un seul et même vice. Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à soi-même, n'est indulgent aux autres que par un excès de raison. Quelque désagrément qu'on ait à se trouver chargé d'un indigent, l'on goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent enfin de notre sujétion. De même la joie que l'on reçoit de l'élévation de son ami est un peu balancée par la petite peine qu'on a de le voir au-dessus de nous ou s'égaler à nous. Ainsi l'on s'accorde mal avec soi-même, car l'on veut des dépendants et qu'ils n'en coûtent rien. L'on veut aussi le bien de ses amis, et s'il arrive, ce n'est pas toujours par s'en réjouir que l'on commence. On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son bien et ses services, rien ne coûte qu'à tenir parole. C'est assez pour soi d'un fidèle ami, c'est même beaucoup de l'avoir rencontré. On ne peut en avoir trop pour le service des autres. Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore une ressource qui est de ne plus rien faire. Vivre avec ses ennemis comme s'ils devaient être un jour nos amis, et vivre avec nos amis comme s'ils pouvaient devenir nos ennemis, n'est ni selon la nature de la haine, ni selon les règles de l'amitié. Ce n'est point une maxime morale, mais politique. On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux connus, pourraient avoir rang entre nos amis. On doit faire choix d'amis si sûrs et d'une si exacte probité que, venant à cesser de l'être, ils ne veuillent pas abuser de notre confiance, ni se faire craindre comme nos ennemis. Il est doux de voir ses amis par goût et par estime. Il est pénible de les cultiver par intérêt. C'est solliciter. Il faut briguer la faveur de ceux à qui l'on veut du bien, plutôt que de ceux de qui l'on espère du bien. On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l'on fait pour les choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire de servitude à courir pour son établissement. Il est naturel de le souhaiter beaucoup et d'y travailler peu, de se croire digne de le trouver sans l'avoir cherché. Celui qui sait attendre le bien qu'il souhaite ne prend pas le chemin de se désespérer s'il ne lui arrive pas. Et celui au contraire qui désire une chose avec une grande impatience y met trop du sien pour en être assez récompensé par le succès. Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déterminément une certaine chose que, de peur de la manquer, ils n'oublient rien de ce qu'il faut faire pour la manquer. Les choses les plus souhaitées n'arrivent point, ou si elles arrivent, ce n'est ni dans le temps, ni dans les circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu'elle est agréable. Puisque si l'on cousait ensemble toutes les heures que l'on passe avec ce qui plaît, l'on ferait à peine d'un si grand nombre d'années une vie de quelques mois. Qu'il est difficile d'être content de quelqu'un. On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir périr un méchant homme, l'on jouirait alors du fruit de sa haine, et l'on tirerait de lui tout ce qu'on en peut espérer, qui est le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une conjoncture où nos intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir. Il meurt trop tôt ou trop tard. Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison. Sa fierté ne s'adoucit que lorsqu'il reprend ses avantages et qu'il met l'autre dans son tort. Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés. Il est également difficile d'étouffer dans les commencements le sentiment des injures, et de le conserver après un certain nombre d'années. C'est par faiblesse que l'on hait un ennemi, et que l'on songe à s'en venger. Et c'est par paresse que l'on s'apaise, et qu'on ne s'en venge point.
Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser gouverner. Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d'un coup et sans autre préparation dans une affaire importante et qui serait capitale à lui ou aux siens. Il sentirait d'abord l'empire et l'ascendant qu'on veut prendre sur son esprit, et il secouerait le joug par honte ou par caprice. Il faut tenter auprès de lui les petites choses, et de là le progrès jusqu'aux plus grandes est immanquable. Tel ne pourrait au plus dans les commencements qu'entreprendre de le faire partir pour la campagne ou retourner en ville, qui finit par lui dicter un testament où il réduit son fils à la légitime. Pour gouverner quelqu'un longtemps et absolument, il faut avoir la main légère et ne lui faire sentir que le moins qu'il se peut sa dépendance. Tels se laissent gouverner jusqu'à un certain point, qui au-delà sont intraitables et ne se gouvernent plus. On perd tout à coup la route de leur esprit. Ni hauteur, ni souplesse, ni force, ni industrie ne les peuvent dompter, avec cette différence que quelques-uns sont ainsi faits par raison et avec fondement, et quelques autres par tempérament et par humeur. Il se trouve des hommes qui n'écoutent ni la raison ni les bons conseils, et qui s'égarent volontairement par la crainte qu'ils ont d'être gouvernés. D'autres consentent d'être gouvernés par leurs amis en des choses presque indifférentes, et s'en font un droit de les gouverner à leur tour en des choses graves et de conséquence. Dranse veut passer pour gouverner son maître, qui n'en croit rien, non plus que le public, parler sans cesse à un grand que l'on sert, en des lieux et en des temps où il convient le moins, lui parler à l'oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu'à éclater en sa présence, lui couper la parole, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cour, ou attendre impatiemment qu'il se retire, se mettre proche de lui en une posture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé à une cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur les talons, faire le familier, prendre des libertés, marque mieux un fat qu'un favori. Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à gouverner les autres. Il veut que la raison gouverne seule et toujours. Je ne haïrais pas d'être livré par la confiance à une personne raisonnable, et d'en être gouverné en toutes choses, et absolument, et toujours. Je serais sûr de bien faire sans avoir le soin de délibérer. Je jouirais de la tranquillité de celui qui est gouverné par la raison. Toutes les passions sont menteuses. Elles se déguisent autant qu'elles le peuvent aux yeux des autres. Elles se cachent à elles-mêmes. Il n'y a point de vice qui n'ait une fausse ressemblance avec quelque vertu et qui ne s'en aide. On ouvre un livre de dévotion et il touche. On en ouvre un autre qui est galant et il fait son impression. Oserais-je dire que le cœur seul concilie les choses contraires et admet les incompatibles? Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs faiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertement injuste, violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition, sans autre vue que de la cacher. Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-dessus de la raison. Son grand triomphe est de l'emporter sur l'intérêt. L'on n'est plus sociable d'un meilleur commerce par le cœur que par l'esprit. Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions nobles et élevées, que nous devons moins à la force de notre esprit qu'à la bonté de notre naturel. Il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. Il faut être bien dénué d'esprit, si l'amour, la malignité et la nécessité n'en font pas trouver. Il y a des lieux que l'on admire, il y en a d'autres qui touchent et où l'on aimerait à vivre. Il me semble que l'on dépend des lieux pour l'esprit, l'humeur, la passion, le goût et les sentiments. Ceux qui font bien mériteraient seuls d'être enviés, s'il n'y avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mieux. C'est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette jalousie. Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs et de si tendres engagements que l'on nous défend, qu'il est naturel de désirer du moins qu'ils fussent permis. De si grands charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y renoncer par vertu. Fin de la section 3.